Donc pour l'exemple d'application qu'on va faire, donc c'est une petite application qui permet de calculer, une application web J2E qui permet de calculer la mensualité M d'un crédit bancaire en fonction du montant emprunté, c'est le capital C, la durée de l'emprunt, le nombre de mois, et après le taux du crédit, le taux effectif global. C'est-à-dire quoi? Donc l'application devrait permettre à l'utilisateur de saisir le montant du crédit, de saisir la durée. Par exemple, ici vous avez 200 000 dirhams. La durée des crédits, c'est par exemple 240 mois, c'est-à-dire 20 ans. Et après, le taux du crédit, par exemple, 4,5%. Après, donc, on veut calculer tout simplement la mensualité. Alors, autrement, donc, pendant 20 ans, le client devrait rembourser le crédit en 240 mensualités. Chaque mensualité, c'est 1265 dirhams par mois. Alors ça, c'est un petit calcul, n'est-ce pas? Alors maintenant, l'application, si vous cherchez un petit peu comment se fait le calcul, si vous voulez savoir comment les banques font ces petits calculs, ben, la formule, elle est là. Alors, la mensualité, en principe, c'est le capital, c'est-à-dire le montant de crédit, multiplié par le taux, divisé par 12, le tout divisé par 1 moins 1 plus le taux divisé par 12, puissance moins n. Alors, n, c'est la durée. Et si vous faites un petit calcul à la main, vous avez n, par exemple, pour le cas de 200 000, 4,5, 20 ans, c'est-à-dire 240 mois. Alors, si vous faites un petit calcul à la main, donc vous pouvez obtenir 1260, 65,30. Alors maintenant, pour pouvoir créer une application qui permet de faire c'est-à-dire ce travail-là, on peut bien créer une seule page JSP dans laquelle on peut faire tout ça. On peut créer une servlette suffisamment, ça peut suffire pour pouvoir faire tout ce travail-là. Il n'y a pas beaucoup de calculs, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Mais on va quand même respecter, c'est-à-dire la structure d'une application, d'une grande application, si vous voulez. Alors c'est pour cela, on va essayer donc de faire deux choses. D'abord, on va séparer la logique métier de la logique présentation. C'est-à-dire, avant de commencer à créer l'application web, il y a d'abord la couche métier. Alors pour nous, le métier, c'est quoi? Le métier, c'est que nous avons besoin d'une méthode qui s'appelle calcul mensualité. Alors cette méthode, qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètres? 3 paramètres. On va lui donner le montant, la durée et le taux. Et qu'est-ce qu'il va nous retourner? Il va nous retourner la mensualité. Donc, au niveau de la couche métier, nous allons faire ça. Et après, au niveau de la couche web, nous allons respecter MVC. C'est-à-dire, on va d'abord, il y aura un contrôleur, il y aura une vue, il y a un modèle. Alors, comment ça va marcher? L'utilisateur, dans la vue, en principe, il va saisir le montant, la durée, le taux. Et quand il va valider l'opération, qu'est-ce qu'il envoie? Il va envoyer une requête avec POST, il va envoyer les données, c'est-à-dire au niveau du contrôleur, on va lire le montant, la durée et le taux saisi par l'utilisateur. Mais généralement, le contrôleur, les données saisies par l'utilisateur, elles sont stockées dans un objet qui s'appelle le modèle. En fait, le modèle, c'est quoi son rôle? Le modèle, c'est un objet qui permet de stocker les données qu'on va saisir et les résultats qu'on va afficher. Ça veut dire que tout ce qui s'affiche généralement dans la vue, il faut un objet qui permet de stocker ces données. Ça veut dire que dans notre cas, logiquement, notre modèle, il contient soi-disant 4 variables. Il y a le montant qu'on va saisir, la durée, on va la saisir, le taux, on va le saisir, mais après mensualité, on va la calculer, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que le modèle, c'est quoi? C'est un objet. C'est quoi son rôle? C'est toutes les données qu'on va saisir dans la vue, ils seront stockés dans le modèle. Et les résultats qui seront affichés également seront stockés dans le modèle. Ça veut dire tout simplement tout ce qui s'affiche au niveau de la vue, en fait, il est représenté au niveau du modèle. Et après, bien sûr, donc le contrôleur, il va stocker les données dans le modèle, c'est-à-dire les données tout ce qu'on va saisir là, il va être stocké ici. Une fois qu'on va stocker les données là, après on peut faire une vérification si les données sont saisies, etc. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à la couche métier, donc on va appeler une méthode, calcul mensualité.
Et cette méthode-là, donc, il va faire si vous voulez, le calcul, il retourne le résultat. Et c'est quoi le résultat? C'est là, la mensualité. La même chose, cette mensualité, on va la stocker dans le modèle. Et après, on va faire ce forward vers la vue. Et la vue va récupérer les données des modèles. Et après, elle va les afficher. C'est bon? Alors ça, c'est l'architecture de l'application. Donc, on va essayer, donc, à travers ce petit exemple d'application, en même temps, commencer déjà à comprendre comment séparer la logique métier et la logique présentation. Et dans la couche web, on va respecter le pattern MVC. Donc ça veut dire on va créer un contrôleur, on va créer une vue, on va créer un modèle. C'est bon? Voilà. Alors pour faire ça, en principe, on va essayer donc, je vais juste, on va faire la démo, si vous voulez. Alors pour travailler une application web J2E, alors d'abord, bon, la première des choses que vous aurez besoin, c'est que vous aurez besoin de Tomcat. D'accord? Alors, je suppose que par exemple, j'ai déjà téléchargé Tomcat et que dans le dossier Tools, donc vous aurez besoin de chercher Apache Tomcat. Bon, c'est un fichier de 9 mégas, 10 mégas, n'est-ce pas? Vous pouvez le télécharger rapidement, c'est pas un problème. C'est un fichier .zip. Et bien, tout simplement, vous allez l'extraire, vous allez faire l'extraction, vous le mettez dans un dossier. Vous pouvez bien télécharger également une version qui s'installe, n'est-ce pas? Alors, j'ai la version de Tomcat 8.5. Une fois que je l'ai, juste quand vous travaillez un projet J2E d'une manière générale, ayez toujours le réflexe de regarder en quelque sorte dans la fenêtre Windows, dans les préférences, vous regardez la version de Java que vous avez installée, parce qu'il faut toujours s'assurer, vous avez déjà installé un GDK, il faut regarder quelle version installée et quelle version qui est sélectionnée, parce qu'il se peut que vous travaillez dans une machine là où il y a beaucoup de versions de Java installées, mais quand vous commencez à travailler avec votre projet, il faut savoir quelle version que vous utilisez. C'est pour cela, qu'est-ce que vous faites généralement? Vous allez vers le préférence, il y a Java, install GRE. Là, on peut voir la liste des GRE qui sont installés. Alors, ici, si vous voyez par exemple, il y a un GRE qui est coché, vous pouvez toujours ajouter le vôtre. C'est-à-dire, supposons vous trouverez là une version, vous voulez l'ajouter, vous mettez Add, Next, et vous cherchez dans votre disque, par exemple, vous cherchez dans Program Files, dans le dossier Java, généralement, vous pouvez trouver la version qui est installée. Alors, souvent, vous trouverez GRE, GDK. GRE, ça veut dire Java Runtime Environment, c'est la machine virtuelle Java. Normalement, c'est pour exécuter les applications Java. Et GDK, ça veut dire le kit de développement Java. C'est pour développer des applications Java. De préférence, dans votre environnement, de sélectionner le GDK. Parce que vous allez, avec le GDK, donc vous développez, mais en même temps, vous exécutez, en quelque sorte. C'est clair? Alors ici, donc, je suppose que ici, donc, vous pouvez ajouter. Et une fois que vous ajoutez votre GDK, vous le cochez. Donc, vous dites maintenant, mon workspace, soi-disant, tous les projets que je vais créer, bon, il va se baser sur ce GDK. Là, vous êtes sûr que vous avez un GDK que vous avez installé, vous savez quelle version, etc. Okay? Ça, c'est la première des choses. Alors, la deuxième des choses, vous pouvez spécifier quel serveur dans votre environnement, toujours la fenêtre dans les préférences, vous avez serveur runtime environment. Alors ici donc vous allez voir que ici la liste des serveurs que vous avez configurés. Si vous n'avez aucun serveur, vous ajoutez. Et là, vous pouvez voir donc la liste des serveurs. Il faut voir quelle version de Tomcat que vous voulez utiliser. Alors, par exemple, moi, je vais utiliser la version 8.5. Next. Et dans ce cas-là, il faut chercher où se trouve Tomcat. C'est-à-dire que Eclipse, il a besoin de savoir où se trouve le serveur Tomcat. Alors, ici, donc, à nouveau, donc, je vais vers le dossier Tools. Et ici, donc, je vais spécifier le dossier, plutôt le dossier Tomcat. La même version que vous avez sélectionnée. Alors, donc, je spécifie ici donc, le serveur Tomcat et après, quel GRE qui va être utilisé Tomcat. Vous voyez ici donc default GRE, c'est-à-dire c'est le GRE que vous avez coché dans
les GDK tout à l'heure. Sinon, vous pouvez regarder, vous dites, là, je vais utiliser Java 8, GDK 1.8. Donc, l'essentiel. Alors, ici, donc, on n'a pas besoin parce que d'ailleurs, par défaut, il va choisir Java GDK 8 que nous avons coché. C'est bon? Alors, cette configuration que vous voyez là, alors là, je l'ai déjà fait, bon, il est là. Cette configuration que vous avez fait là, donc vous la faites généralement une seule fois dans votre workspace. Ça veut dire que tous les projets que vous créez, ils vont se baser sur cette configuration. Mais quand vous changez de workspace, généralement, vous aurez besoin de vérifier ces paramètres. Alors sinon, vous pouvez directement créer un projet web dynamique. Alors pour créer un projet web dynamique, donc vous cherchez dans la catégorie web, Dynamic Web Project, Next. Je vais l'appeler TPay par exemple, Crédit. Allez, je vais l'appeler Banque. Alors ici, donc, quand vous créez le projet web dynamique, il vous demande quel est le runtime environment. C'est-à-dire, vous créez un projet web J2E basé sur quel serveur. Alors ici, donc, il y a le serveur, vous l'avez déjà configuré, donc vous pouvez sélectionner comme quoi vous allez utiliser. Vous allez vous baser sur Apache Tomcat. Sinon, si vous avez par exemple ici NaN, généralement, quand vous cliquez sur Finish et que vous n'avez pas spécifié de serveur, vous allez voir par la suite quand vous allez créer une servlet. Quand vous héritez de la classe HTTP Servlet, il va vous la souligner en rouge. Comme quoi, il vous dit que je ne connais pas HTTP Servlet. Pourquoi? Parce que l'API Servlet, c'est-à-dire les librairies ou bien les jars qui concernent l'API Servlet, ils se trouvent où? Finalement, ils se trouvent dans le serveur Tomcat. Ça suppose ici, vous avez un serveur sélectionné, n'est-ce pas? Sinon, si par exemple, vous n'avez pas encore créé de serveur, vous pouvez le faire directement ici, New Runtime. Mais à nouveau, il vous branche vers la fenêtre qu'on a montrée tout à l'heure. Alors dans ce cas-là, si vous n'avez pas fait, vous pouvez sélectionner le serveur et vous pouvez l'ajouter et vous spécifier le chemin comme on a montré tout à l'heure. Alors ici, donc, vous voyez donc je viens de créer, finalement, il y a serveur 8.5, vous avez également Apache Tomcat 8.5, c'est-à-dire vous avez créé plusieurs instances, mais ici, donc, on n'a pas besoin. Alors, quand vous spécifiez donc le serveur, il y a également la version du module web. Alors, j'ai parlé tout à l'heure, rappelez-vous, donc pour déployer une servlet, on peut la déployer soit dans le fichier web.xml ou bien en utilisant la notation web servlet. Mais à partir de la version 3.0, c'est-à-dire l'API servlet, il y a des versions. Donc ici, vous voyez dans quelle version. Alors, si vous travaillez par exemple avec la version Tomcat 8.5, vous pouvez aller jusqu'à la version 3.1 de l'API Servlet, n'est-ce pas? Alors ici, donc, on va garder donc, la version 3.1 ou bien 3.0. Donc, on suppose que on est... Si vous travaillez avec la version 7 Tomcat, vous pouvez spécifier la version jusqu'à la version 3.0. En tout cas, ça c'est la version 3.1. Mais par contre, si vous regardez par exemple 2.5 comme module, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici vous utilisez l'ancienne version de l'API Servlet. Bon, ça veut dire que dans ce cas-là, vous ne pouvez pas, par exemple, utiliser les annotations. Alors, en tout cas, nous, on va utiliser donc la version 3.1. Next. Et avant de la dernière étape finish, vous avez quand même ici, regardez, vous avez generateweb.xml. Si vous voulez que dans votre projet, vous voulez avoir un exemple de fichier web.xml qui génère la structure, vous cochez ça. Alors généralement, si vous l'oubliez, donc il vous crée un projet qui ne contient pas de fichier web.xml, ce qui n'est pas obligatoire. Ça veut dire que je peux bien déployer la servlette avec les annotations, mais si vous voulez l'ajouter, il y a un moyen, je vais vous montrer tout à l'heure, quel est le moyen qui vous permet d'ajouter le fichier web.xml. Alors ici, donc, je vais cocher ça, générer le fichier web.xml. Alors ça, c'est le principe de création, d'un projet web dynamique. En fait, un projet web dynamique, une fois qu'il est créé, vous allez voir la structure du projet. Alors maintenant, la structure du projet dépend de quelle fenêtre que vous voyez là. Ici, donc, vous voyez la fenêtre Project Explorer. Donc ça vous donne une structure de projet dans laquelle tous les documents sources, vous allez les trouver dans le dossier, c'est-à-dire toutes les classes.
de votre application, vous allez le créer dans le dossier source. Mais tout ce qui concerne le contenu web se trouve dans le dossier web content. Alors en fait, web content, c'est là où vous allez trouver, si vous voulez créer une page JSP, une page HTML, vous voulez mettre les images, CSS, JavaScript, tout ce qui concerne les documents web, on va les trouver dans le dossier web content par défaut. Et dans le dossier web content, vous avez également le dossier webinf. Et dans webinf, vous avez un fichier qui s'appelle web.xml. Alors ce fichier web.xml, donc on va l'utiliser tout à l'heure, mais en même temps sans ignorer, donc ici vous avez également le fichier, un dossier lib qui contient les librairies. Nous allons voir que parfois on a besoin d'ajouter des fichiers .jar dans le projet. Si vous voulez faire ça manuellement, donc on peut les ajouter ici. C'est clair? Alors ça c'est la structure du projet. Alors maintenant, nous on veut créer notre application. Par quoi on va commencer? D'après vous, par quoi on va commencer? Par la couche métier. C'est-à-dire, avant de créer la couche web, on va dire, je vais d'abord créer le métier. C'est quoi le métier? J'ai besoin juste de créer une classe qui permet de calculer la mensualité d'un crédit. Alors pour cela, donc, dans notre cas, on va créer juste une seule classe qui contient une méthode calculer mensualité et qui permet donc de faire le calcul que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire ce calcul. Alors, maintenant, pour créer cette classe, il faut juste, on va commencer à prendre, on va dire, les bonnes habitudes. Et vous allez voir la prochaine fois pourquoi il faut souvent commencer par créer les interfaces avant de créer les classes. Alors, vous savez que dans la programmation orientée objet, il y a les classes et les interfaces, n'est-ce pas? Dans une interface, on déclare que des méthodes abstraites, on déclare que la signature des méthodes. Et après, par la suite, on crée des classes qui implémentent l'interface. Comme ça, on est obligé de redéfinir les méthodes qui se trouvent dans l'interface. Alors maintenant, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de commencer pour le moment à créer ces interfaces, mais vous allez voir dans la suite du cours, c'est ce qu'on va faire souvent. Avant de créer des classes qui contiennent des traitements, on va d'abord déclarer les interfaces. Alors c'est ce qu'on va faire. On va créer une interface. Alors, interface que je vais appeler crédit métier, que je vais mettre dans le package métier. Donc ça c'est la couche métier. Crédit métier. Alors ça c'est une interface. Alors quand je suis dans le métier, d'abord il faut faire la conception. Quand vous créez l'interface, c'est que vous êtes en train de faire le travail d'un concepteur et vous allez vous poser la question, dans la couche métier, j'aurai besoin de quoi? Quelles sont les méthodes dont j'aurai besoin? J'aurai besoin d'une méthode qui permet de retourner un double, parce que pour moi la mensualité c'est un double. La méthode, je peux l'appeler calculer mensualité crédit, calculer mensualité crédit, et la méthode calculer mensualité crédit, donc elle reçoit combien de paramètres? 3 paramètres. Qu'est-ce que je vais lui donner? Le capital C, l'auto T et la durée D. Vous avez le capital, alors les paramètres ici, donc si vous voulez capital, et le montant du crédit, ça c'est l'auto, ça c'est la durée. Alors, et c'est donc ça c'est l'interface, c'est-à-dire que je suis en train de dire au niveau de ma conception que dans la couche métier j'aurai besoin de créer une méthode qui s'appelle calculer mensualité crédit. Alors maintenant, une fois que je crée cette interface, il faut l'implémenter. Maintenant, je dois implémenter cette méthode. Pour implémenter cette méthode, donc je vais créer une classe qui s'appelle, que je vais appeler crédit métier implémentation. Crédit métier implémentation.
crédit métier implémentation, c'est une classe qui implémente crédit métier. Alors, vous savez donc, en principe, je peux directement créer la classe et je commence à écrire la méthode. Mais, comme je disais, donc de préférence, avant de créer la classe, je crée d'abord l'interface. Comme ça, le développeur, en fait, parce que souvent, parfois, c'est le concepteur qui crée l'interface. Le concepteur, c'est lui qui crée l'interface, c'est-à-dire il sait qu'on a besoin d'une méthode qui reçoit tel paramètre et qui retourne tel paramètre. Mais après, le développeur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va implémenter l'interface. Ça veut dire qu'il va créer une classe qui implements l'interface. Comment il s'appelle l'interface? Crédit métier. Alors bien sûr, quand on implémente une interface, ça veut dire qu'on est obligé de redéfinir les méthodes qui se trouvent dans l'interface. Alors d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous voyez donc la classe soulignée en rouge. Bah, je clique sur l'erreur implements. Alors qu'est-ce que je vois ici? Donc je vois une classe. Maintenant, je redéfinis la méthode. Alors maintenant, le développeur, il va définir le contenu de cette méthode. Alors quel est le calcul qu'on va faire? Bah, maintenant, ça c'est le métier de calcul des taux. Donc je vais traduire cette formule-là. Alors comment je vais la traduire? D'abord, je vais calculer le premier terme. Le premier terme, c'est le capital fois l'auto divisé par 12. Le deuxième terme, c'est 1 moins 1 plus l'auto divisé par 2 puissance moins n. Et après, je vais utiliser T1 divisé par T2. C'est juste un petit calcul simple. Alors pour cela, donc, je vais utiliser d'abord, je vais déclarer une variable T égale l'auto divisé par 100. Parce qu'en fait, l'auto, il est en pourcentage. Alors si j'ai par exemple l'auto ici, donc 5, ça veut dire ici, donc le T, c'est 5 divisé par 100. C'est en pourcentage. Ensuite, le terme T1 égal à quoi? Le terme T1, c'est C fois T divisé par 12. Donc c'est capital multiplié par T divisé par 12. Le terme T2, c'est-à-dire le terme 2, c'est-à-dire cette partie-là, c'est 1 moins 1 plus T divisé par 12 puissance moins n. C'est 1 moins la puissance. Pour faire la puissance, je vais utiliser math.power A puissance B. Alors le terme A, c'est quoi? Alors le terme A, c'est 1 plus l'auto divisé par 12 et après B, c'est moins n. Donc c'est 1 plus T divisé par 12 et puissance B, c'est quoi? C'est moins la durée. Donc au final, qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner T1 divisé par T2. Alors, moi, je viens d'écrire, je suis un développeur, je travaille encore dans le métier. Je crée une méthode, je l'ai créée. Mais avant de passer à la suite, je dois d'abord vérifier. Il faut tester la couche métier. Il faut créer ce qu'on appelle un test unitaire. Alors, on va créer un test unitaire qui va me permettre de valider ou bien de vérifier est-ce que ce que je viens de faire est correct ou pas. Alors, pour créer un test unitaire, bon, soit qu'on va créer une simple application. Alors, donc, si vous voulez faire un test, donc, soit qu'on va créer, donc, on va faire quelque chose de plus simple que vous avez l'habitude de faire, on va créer une simple classe test, que je vais appeler test métier, qui contient la méthode main, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez tester, quelle classe qu'on va tester? La classe qu'on va tester s'appelle crédit métier implémentation. C'est cette classe qu'on va tester. Donc, pour pouvoir la tester, on va d'abord l'instancier. Crédit métier implémentation, métier égale new crédit métier implémentation. OK? Alors maintenant,
pour tester, il faut que je donne des données dont le résultat est déjà connu. Alors si je reviens à l'exemple de tout à l'heure, j'ai déjà pris ma calculatrice, j'ai fait mon petit calcul pour l'auto 200 000. Pour l'auto 200 000, 4,5, 20 ans, le résultat que je devrais obtenir devrait être à peu près ça, n'est-ce pas? Alors c'est ça le principe des tests unitaires. Alors je vais utiliser, supposons, j'ai un taux égal 200 000. Supposons que j'ai une mensualité, plutôt durée, égale combien? 240. Et supposons pour un taux égal 4,5, c'est quoi ça? Alors ça c'est le capital. Alors, si j'ai ça, je vais calculer le résultat, mensualité M, à quoi est égal? Égal l'objet métier. J'appelle la méthode calculée. Ouais, donc, dans mon objet métier, il y a une seule méthode à tester. J'appelle la méthode calculée, je lui donne le capital, le taux et la durée. Sauf que ici, la durée doit être, vous voyez, donc il n'accepte pas les types, c'est normal. Pourquoi? Parce que la durée doit être de type int, d'après ce que nous avons déclaré, donc ça doit être un int. Et après, vous dites, je vais afficher maintenant le résultat. System.out.print. Alors, qu'est-ce qu'on va afficher? Donc, ici, le résultat M. Mais, ce que vous êtes en train de faire là, pour le tester, il faut l'exécuter et le voir avec vos yeux. Alors, c'est ce que je vais faire. Run as Java application. Alors, j'exécute. Alors, au niveau de la console, je vais avoir un résultat, mais ici, donc, c'est bien ça, 1265,29, etc. Donc, ça, c'est le résultat. Donc, si je regarde bien, je peux dire, oui, c'est bien ça, hein, parce que là, c'est arrondi. Donc, je vais dire que c'est OK. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire ce qu'on appelle un test unitaire qui m'a permis de vérifier avant de passer à la suite. Chaque unité que vous faites dans le développement, il faut lui créer un test unitaire. Mais généralement, pour créer les tests unitaires, c'est pas comme ça qu'on les fait. Parce que ça, c'est, si vous voulez, c'est un test unitaire, mais c'est pas pratique. Pourquoi? Parce que à chaque fois, si je veux vérifier est-ce que ça marche, il faut que j'exécute cette application. Et si vous avez un projet dans lequel vous avez des centaines de classes, il faut exécuter manuellement une application de test pour chaque classe, c'est un peu lourd, n'est-ce pas? Alors en fait, pour créer des tests unitaires, généralement au niveau des projets, au niveau de l'ingénierie logicielle, il y a des frameworks qui permettent de faire ce qu'on appelle les tests unitaires. Alors parmi les frameworks, par exemple dans Java, il y a un framework qui s'appelle JUnit. Alors JUnit, c'est un framework qui permet d'automatiser les tests unitaire. Alors, je vais vous montrer un exemple. Alors, ça n'a rien à voir avec J2E. C'est quoi un test JUnit? Et comme ça, vous allez, il faut le savoir parce qu'on aura besoin de l'utiliser pas mal de fois. Alors, donc, pour créer un test unitaire, on va utiliser, c'est vrai, on va créer un test unitaire, mais cette fois-ci basé sur JUnit. Alors, ben c'est pas compliqué, donc vous allez juste créer une classe. C'est pas une classe, on va dire, une classe qui respecte un certain nombre de choses. Vous cherchez dans la catégorie Java. Dans la catégorie Java, vous allez trouver donc JUnit. Oui, donc déjà par défaut il est là. Et après, vous allez créer ce qu'on appelle JUnit Test Case, un cas de test. Alors après, donc, il y a la version JUnit version 3, il y a la version JUnit version 4. Alors ici, dans la version JUnit version 4, on peut utiliser les annotations. Alors que dans la version 3, il n'y avait pas les annotations. Donc ici, je vais utiliser la version JUnit version 4. C'est plus simple. Alors ici, donc, je vais créer un test que je vais appeler test calcul
mensualité, c'est une classe qui va être créée. Alors, si vous voulez, il vous dit déjà quelle est la classe que vous voulez tester, si vous voulez. Hein? Alors, vous pouvez spécifier la classe que vous allez tester. Quelle est la classe qu'on va tester? C'est crédit métier implémentation. Si vous voulez, ça c'est pas nécessaire. De toute façon, le code que vous pouvez l'ajouter par la suite. Alors ici donc, je vais lui demander de, si vous voulez, dans un test unitaire, on peut redéfinir des méthodes. Parmi les méthodes, il y a la méthode setup. Vous allez voir c'est quoi son intérêt. Je vais lui demander de faire ça. Et après, parce qu'il connaît déjà si vous voulez, la classe que je vais tester, qui est crédit métier, il m'affiche les méthodes que je peux tester. Alors pour le moment, il y a une seule méthode, je vais la cocher. C'est-à-dire, je vais dire, je vais cocher cette méthode. Et après, alors normalement, pour travailler JUnit, il vous faut un fichier junit.jar, une librairie. Alors il se trouve que ce fichier-là, librairie junit.jar, il est dans Eclipse. Hein? C'est pour cela qu'il vous demande ici, est-ce que ce junit.jar, cette librairie-là, est-ce que vous voulez la mettre dans le dossier lib? Vous voulez que Eclipse la copie dans le dossier lib de votre projet? Ou tout simplement, vous voulez la garder? Alors, voilà, il vous dit tout simplement, cette librairie-là, est-ce que vous voulez utiliser la librairie qui est fournie par Eclipse? Bon, vous gardez donc, voilà, il va ajouter JUnit aux librairies du projet. Donc ça, il le fait automatiquement. Alors, pour ces mots, il l'ajoute dans la classe path du projet. Mais après, par la suite, est-ce qu'il va la mettre dans le lib ou il va mettre un chemin vers, c'est-à-dire là où il se trouve? Alors tout ça, je vais vous le montrer. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Donc, en fait, alors maintenant, un JUnit, un test unitaire, c'est quoi en fait avec JUnit? C'est très simple. C'est une classe que vous créez qui s'appelle test calcul mensualité et dans laquelle vous avez une méthode, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Alors, cette méthode, je l'appelle moi test calcul mensualité crédit. Mais si pour que ce soit une méthode de test, il utilise une annotation qui s'appelle test. Alors en effet, c'est qui va exécuter ces tests unitaires? C'est le framework JUnit. Et JUnit, quand il va exécuter un test unitaire, il va d'abord instancier la classe test calcul mensualité, il va l'instancier. Et dès qu'il l'instancie, il appelle automatiquement la méthode setup. C'est-à-dire, si vous voulez, la méthode setup, c'est comme la méthode init, c'est la méthode qui s'exécute avant d'exécuter le test. Alors ici, donc, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous voyez la méthode setup utilise une annotation qui s'appelle before. Before, ça veut dire quoi? Avant d'exécuter ce test unitaire, d'abord ça s'exécute. Alors, ce qu'on peut faire ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, on peut, si vous voulez, dans un test unitaire, vous dites qu'est-ce qu'on veut tester? On veut tester un objet. Je connais l'interface écrit des métiers. L'objet, je l'appelle métier. N'est-ce pas? Normalement, je peux écrire encore égal new, parce qu'en fait, le test unitaire se trouve dans la classe crédit métier implémentation. Je peux le faire là, mais si vous voulez, vous pouvez, dans la méthode setup, qu'est-ce qu'on peut mettre? Métier égale new crédit métier implémentation. Ça, c'est mieux. C'est-à-dire, au moment de démarrage du test, il va d'abord instancier la classe crédit métier implémentation, il va l'instancier, et après il va exécuter, automatiquement il va exécuter toutes les méthodes qui utilisent la notation test. Pour le moment, il y a une seule. Alors ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire dans la méthode test? Ben, tout simplement, on va faire ça. On va faire notre test unitaire. Ça veut dire, le code que nous avons écrit tout à l'heure dans la méthode main, ça, on va le faire maintenant. C'est-à-dire, on va faire la même chose dans notre test unitaire. On va dire, supposons que j'ai un capital égal de 100 000. Supposons que pour une durée de 140 mois, supposons
durée, c'est de type int. Alors, et après, qu'est-ce qui reste? Pour un taux de 4,5, quel est le résultat attendu? Double, résultat attendu égal à combien? Normalement, le résultat attendu devrait être combien? Avec ma calculatrice, ça devrait être... Alors là, comme c'est un nombre double, je ne peux pas... Les chiffres après la virgule, il y a un problème. Parce que je vais faire, je vais prendre 4 chiffres après la virgule. Avec ma calculatrice, je sais que normalement, avec ces données, je devrais avoir ce résultat-là. Le résultat attendu devrait être à peu près ça. À peu près. Parce que là, il y a des virgules. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va dire double le résultat calculé. À quoi est égal? Le résultat calculé, c'est métier. C'est l'objet métier, c'est-à-dire crédit métier implémentation. Et j'appelle la méthode calcul mensualité crédit. Je donne ces données-là, la durée, et j'obtiens le résultat. Alors maintenant, quand est-ce que je vais dire est-ce que le test a réussi ou bien il a échoué? Si le résultat calculé égale le résultat attendu, ça veut dire que le test a réussi. C'est ce qu'on appelle un test, un vrai test unitaire. Alors, pour cela, on va utiliser une fonction qui est fournie par JUnit qui s'appelle assert. Vous allez trouver qu'il y a beaucoup de assert. En fait, assert, c'est une méthode qui indique à JUnit quelle est la condition qu'il doit exécuter pour vérifier est-ce que le test a réussi ou non. Alors maintenant, ce que je vais faire ici, donc, je vais faire appel à une fonction qui s'appelle assert equal. Comme vous voyez ici, assert equal, donc il y en a beaucoup. Je vais prendre assert equal avec 3 paramètres. Donc, equals, il y a expected, actuel et delta. Alors ça veut dire quoi? Je dis à JUnit, tu considères, quand est-ce que tu vas considérer que le test a réussi? Si expected, c'est-à-dire le résultat attendu. Si le résultat attendu égale, parce que ici vous avez assert equals, c'est-à-dire si le résultat attendu égale à ce résultat. Dans ce cas-là, tu supposes que c'est OK. S'il est différent, ça veut dire que le test a échoué. Mais comme on a ici des nombres doubles, vous savez que les nombres doubles avec des virgules, quand vous mettez égal, parfois c'est pas évident. Il faut également faire une précision, n'est-ce pas? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va faire le résultat attendu moins le résultat. On va lui dire si par exemple ce résultat attendu et celui que tu as calculé, ils sont les mêmes avec une précision de 0,0000 par exemple 1, c'est-à-dire 3 chiffres à 4 chiffres après la virgule, n'est-ce pas? Tu considères que c'est OK. Alors ici, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de créer un test unitaire, mais cette fois-ci avec JUnit. Alors maintenant, comment exécuter un test unitaire JUnit? Si vous voulez l'exécuter sur Eclipse, vous allez vers voilà, calcul mensualité, c'est bien ça le test. Et vous utilisez run, vous voyez donc il vous dit JUnit test. Alors si vous l'exécutez, vous allez voir une barre, soit vert, soit, voyez, vous allez voir soit une barre vert, soit rouge. Alors vert, ça veut dire que le test a réussi. Rouge, ça veut dire que le test a échoué. De toute façon, JUnit, lui, il indique, si vous voulez, c'est le framework qui indique tout simplement le test, soit qu'il a réussi, soit qu'il n'a pas réussi. Donc ça veut dire quoi? Maintenant, je n'aurai plus besoin, à la rigueur carrément, d'exécuter, de voir le résultat. Et encore plus, par la suite, nous allons voir, il y a des commandes. Dans le projet, il y a un outil comme Maven, dans lequel il suffit d'aller vers le projet, d'exécuter une commande qui s'appelle MVN test, Maven test, ça veut dire quoi? Vous demandez à Maven, exécute-moi tous les tests unitaires qui se trouvent dans le projet. Avec Maven, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parcourir tout le projet. À chaque fois qu'il trouve un test unitaire,
Il l'exécute. Et qu'est-ce qu'il va lui retourner le test unitaire? Il va lui retourner soit true ou bien false. Donc à la fin, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que tous les tests ont réussi. S'il y a un test qui a échoué, il vous indique où est-ce qu'il a échoué, quel est le problème, etc. Et ça, c'est très important dans l'ingénierie logicielle. Pourquoi? Parce que quand vous faites parfois une modification dans un projet, parfois ça entraîne des problèmes dans d'autres parties de l'application. Donc il suffit de faire une modification, vous rejouez tous les tests unitaires, il vous dit il y a un test qui a échoué. Alors ça, si vous voulez faire maintenant le travail d'une manière professionnelle au niveau des tests unitaires, vous savez que ce qu'on fait généralement, on utilise JUnit. Vous avez compris? Alors on va voir quand même, on va tricher, on va dire, mais par contre, je vais augmenter la précision. Je vais dire 0,00. Ça veut dire quoi cette précision comme ça? Ça veut dire que le résultat doit être égal à combien de chiffres après la virgule? 7 chiffres après la virgule. Normalement, ça ne va pas être le cas, n'est-ce pas? Alors, on va réexécuter le test unitaire. Alors, si vous cherchez cette précision-là, vous allez voir, c'est rouge. Il vous dit que le test n'a pas réussi. Parce que là, vous avez demandé une précision qui est relativement grande. Alors, en fait, il n'y a pas que equals, vous avez également assert et assert true, dans lequel vous pouvez spécifier une condition. Il y a pas mal de méthodes assert qui indiquent à JUnit quelle est la comparaison que vous voulez faire pour tester le résultat. Alors, dans notre cas ici, donc c'est normal parce que le résultat ici que j'ai copié à partir de ma calculatrice, j'ai pris que 4 chiffres après la virgule. Donc, je vais dire qu'à 3 chiffres après la virgule, par exemple, si ça marche, bon. En tout cas, ici, donc, je suis rassuré. J'ai fait mon test unitaire de deux manières. Le premier, alors ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est que quand il vous dit que le test n'a pas réussi, il vous affiche quand même, il vous affiche ici des messages. Vous voyez? Il vous dit par exemple ce que vous attendez, c'est 1265, alors que le résultat c'est 1265, machin. Vous voyez? Là, il vous donne une idée sur là où il y a le petit problème. S'il y a une exception, il vous l'affiche, etc. Mais tout ça, c'est pour les tests unitaires. Alors, ici, donc, je reviens sur cette partie. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? On n'a pas fait grand-chose jusqu'à présent, mais on vient de... Alors, je réexécute quand même mon test unitaire. Comment? C'est-à-dire ah certes, mais bien sûr. Alors si vous regardez dans le test unit, alors le delta, vous n'êtes même pas obligé de le faire. Quand vous avez des entiers par exemple, vous n'avez pas besoin de delta. Parce que dans les entiers égal, supérieur, par exemple si vous voulez parfois, au lieu de mettre... il y a assert par exemple, assert true. Alors true, qu'est-ce qu'il reçoit? Un booléen. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez mettre ici? Vous allez mettre ces résultats attendus égal à quoi? Égal résultat calculé. Ça, c'est également, pour lui, il va considérer que c'est true quand cette condition, n'est-ce pas? Ou encore, vous pouvez trouver des méthodes. Il y a plein de méthodes, par exemple, assert greater, assert gt, assert assert false, assert not equals, not null, true, etc. Bon, en fait, il n'y a pas de GT. Hein. C'est-à-dire, si vous voulez supérieur, vous mettez assert true et vous mettez par exemple résultat attendu est supérieur à résultat calculé. Dans ce cas-là, résultat calculé. C'est-à-dire que dans la condition, vous mettez ce que vous voulez, en fonction des cas. Parce qu'en fait, les tests unitaires, c'est un travail. Parfois, on passe du temps à écrire une classe, mais également, il faut penser aux tests unitaires. Mais quand vous serez en entreprise, globalement, dans l'ingénierie logicielle, on vous demande de créer une classe, créer un test unitaire. Alors, comme ça, si tout le monde, vous avez une centaine de personnes qui travaillent dans le projet, ils travaillent en même temps, chacun crée une classe et chacun crée un test unitaire. Et après, moi, je suis le chef de projet.
J'arrive à mon projet, je fais Maven test. Hein? Maven, MVN, test. Alors, quand je fais appel Maven test, ben, il va me dire combien de tests ont réussi, qui sont les tests qui ont échoué. N'est-ce pas? Mais c'est ça l'automatisation des tests unitaires. Mais si on revient, si tout le monde travaille comme ça, avec la méthode main, moi en tant que par exemple responsable de projet, pour voir si les tests ont réussi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me balader, prendre un moyen parfois de transport pour aller ou recevoir la classe, je l'exécute, je regarde avec mes yeux. Ça, c'est pas assez pratique. Donc c'est pour cela que JUnit, donc si vous voulez, c'est un framework qui est utilisé pour les tests unitaires. C'est clair? Alors, donc ça c'est la couche métier. Alors tout à l'heure, je vous disais que normalement dans mon projet, si vous regardez dans les propriétés de votre projet, vous regardez Java Buildpath, vous allez trouver maintenant quelles sont les librairies que je suis en train d'utiliser dans mon projet. Ben, j'utilise des librairies, parmi lesquelles il y a bien sûr Java 8. J'utilise des librairies qui sont fournies par Tomcat. Ils sont là. Parmi lesquels il y a Servlet API. Quelque part. Servlet API. Puisqu'en fait, quand vous dites extend HTTP Servlet, hein, il est là. Mais également, il y a le fichier, vous voyez donc, il y a ici JUnit. C'est une librairie parce que quand vous créez un test unitaire avec Eclipse, il ajoute automatiquement ce genre. Okay. Ben après, il y en a d'autres. Alors ça, c'est la couche métier. Alors si vous voulez, c'est parce que c'est la première fois que vous faites ce genre de choses, donc c'est pour cela que quand même j'en profite pour vous montrer que avant même, on n'est pas encore le web, on est juste le métier. Quand vous travaillez comme ça, c'est que vous êtes dans la bonne voie. Alors maintenant, on va essayer donc de créer la couche web. Pour cela, on va créer d'abord une servlette, on va créer une page JSP, on va essayer donc de voir au fur et à mesure comment on va résoudre ce problème-là. Alors, je vais d'abord créer une servlette. Alors, une servlette, c'est une classe que je vais créer dans le dossier source, new, classe, que je vais appeler contrôleur servlette. Alors, je ne vais pas la mettre dans un package métier parce que je suis dans une autre couche. Je vais créer un package qui s'appelle web pour séparer les parties. Alors maintenant, une servlette, c'est quoi? Nous avons dit qu'une servlette, c'est une classe qui doit hériter de la classe HTTP servlette. Alors si jamais vous voyez que HTTP servlette souligné en rouge, vous ne l'avez pas, ça veut dire que tout simplement parce que votre projet n'a pas utilisé, n'est pas associé à un serveur. N'est-ce pas? Associer un serveur, comment vous pouvez associer? Vous avez créé un projet qui n'est pas associé à un serveur, comment vous pouvez l'associer? C'est avec les propriétés des projets. Dans Target Runtimes, vous regardez votre projet ici, il est déjà, il est associé au serveur Tomcat 8. Mais supposons vous avez créé. Si vous avez créé votre projet et vous avez oublié de spécifier le serveur. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais décocher ce serveur, ici, appliquer. Ça veut dire que logiquement, dans mon projet, les jars de servlet, je ne les ai plus. Alors, le résultat, c'est ça. C'est-à-dire que vous cherchez, vous allez rester là, et donc il ne reconnaît pas ça. Donc, c'est quoi le réflexe que vous devrez avoir? C'est quoi? C'est d'aller vers les propriétés du projet, de regarder dans Target Runtime et de voir est-ce que vous avez d'abord un serveur qui est déjà créé. S'il n'est pas créé, il n'y a aucun serveur, vous mettez New et après il faut associer. Et vous cochez, vous dites maintenant mon projet il est lié à ce serveur. Et là si vous appliquez donc après donc vous n'aurez pas de ce problème. Alors ça c'est des petits problèmes que vous allez rencontrer. Alors, en fait, quand vous héritez de la classe HTTP Servlet, vous aurez besoin de redéfinir des méthodes. La première méthode, c'est init.
redéfinir une méthode init control espace. Vous voyez donc la méthode init, il est déjà dans HTTP servlet, on peut la redéfinir comme ça. Alors le contenu, j'efface le contenu. Ensuite, je vais redéfinir la méthode doGet. La même chose, j'efface le contenu. Juste avec contrôle espace. Vous voyez donc ici, pour une servlette, bon, je n'ai pas besoin de... Ce code-là, c'est vraiment du copier-coller. C'est pour cela que je fais contrôle espace, je redéfinis. Pourquoi? Parce que je suis de toute façon obligé de respecter la signature des méthodes. Et après, par la suite, on va encore ajouter la méthode de poste. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que ici, pour le moment, on va juste faire un premier test. J'ai la méthode init. Pour le moment, je ne vais rien mettre. J'ai la méthode doGet. Je voudrais juste, quand je vais taper l'adresse de la servlette, je vais afficher un message. Alors pour cela, je vais créer une page JSP. Alors comment créer une page JSP? Je vais la créer dans le dossier web content. New. La même chose, si vous cherchez dans la catégorie web, vous trouverez JSP file. Next. Je vais créer un fichier JSP qui s'appelle par exemple vue crédit.jsp. JSP. Finish. Alors, vous voyez donc une page JSP, c'est quoi? C'est une sorte de page HTML. Alors ça, à la rigueur, je peux l'effacer pour le moment, je n'ai pas besoin. Je vais garder ça, parce que je vais utiliser HTML5. Donc je vais utiliser HTML, voilà, HTML. Si vous voulez, dans une page HTML, vous utilisez tout simplement doctype. En fait, quand vous utilisez HTML5, vous utilisez juste doctype HTML, c'est tout. Bon, ça c'est pour HTML5. Alors ici, pour le moment, j'ai besoin d'un head. Alors, le titre de la page, c'est crédit bancaire. Alors, quand vous utilisez les accents dans votre page, vous allez utiliser meta char7 égale UTF-8. UTF-8, c'est-à-dire, si vous voulez juste... D'ailleurs, ici, vous voyez un accent. Alors, ça suppose que vous utilisez le type de codage UTF-8. Et là, pour le moment, je vais utiliser un simple message test. Okay. Alors maintenant, j'ai une page JSP que je peux tester. Alors, si vous voulez faire appel à la page JSP directement, vous pouvez l'appeler. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais démarrer le serveur et on va tester. Pour démarrer le serveur, donc il y a une fenêtre qui s'appelle Servers, ici. Alors, en général, vous trouverez, pour le moment, il n'y a aucun serveur qui est créé. Alors, si vous n'avez aucun serveur qui est créé, vous pouvez utiliser New Server. Vous dites encore, je vais utiliser le serveur Tomcat 5.5, Next, et après, maintenant, vous avez la liste des projets que vous pouvez déployer, que vous pouvez tester. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est le projet banque. Alors pour le moment, je ne vais pas le faire, donc je fais finish. Bon, ça c'est l'instance du serveur que je viens d'ajouter. Je peux la démarrer avec start. Alors si vous faites start, ça veut dire que vous êtes en train de démarrer le serveur Tomcat. N'est-ce pas? Mais avant de le démarrer, je vais d'abord déployer le projet. Il faut toujours vérifier avec add and remove. Je vais dire... Finalement, quand vous démarrez, de toute façon, seuls les projets configurés qui vont être testés. Donc ici, donc, vous faites ça, banque, c'est-à-dire c'est ce projet-là que je vais tester. Et après, par la suite, vous dites start. Alors ici, donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de démarrer le serveur Tomcat directement à partir de Eclipse. Mais vous pouvez le démarrer de l'extérieur, il existe plusieurs moyens de faire. Alors si vous regardez la console de votre serveur,
vous allez voir quelques messages qui s'affichent. Alors normalement c'est rapide, mais là je vois que Eclipse il est en train de faire des choses. Voilà. Alors je vois ici donc ça c'est la console, la fenêtre console de Tomcat. Alors tout ce que je vais remarquer c'est que ici quel est le port utilisé? C'est le port 80. Alors logiquement si vous voulez tester ce que vous avez dans votre serveur, qu'est-ce qu'on va faire? On peut lancer donc le navigateur. Alors je vais lancer une nouvelle instance de Chrome. Alors le serveur il est démarré. Maintenant je suis un client. Ça veut dire que logiquement je suis dans cette configuration ici. Tomcat est démarré. Maintenant je suis un client. Alors je vais envoyer une requête HTTP avec GET. Qu'est-ce que je vais demander? Normalement il faut que je demande la servlette. Mais pour le moment la servlette je ne peux pas l'appeler. Pour quelle raison? Parce que j'ai créé une servlette. D'abord il ne fait rien. Deuxièmement il n'est pas encore déployé. Ça veut dire que je ne l'ai pas encore déclaré dans le fichier web.xml. Mais par contre, est-ce que je peux appeler la page JSP? Oui. Une page JSP, vous pouvez l'appeler directement si vous voulez. Alors c'est ce qu'on va faire. Pour appeler la page JSP, on va taper HTTP localhost 8080 / le nom du projet. Le projet s'appelle banque / la page JSP si vous voulez. Ou le contrôleur. Alors ici donc j'appelle la page JSP que j'ai appelée. Là, je respecte la classe vue crédit.jsp. Alors vue crédit.jsp. Alors ici donc je passe pas par un contrôleur, j'appelle directement la vue. Alors vous allez voir d'ailleurs quand j'ai appelé la page JSP la première fois, ça a pris un petit laps de temps. Ça a pris un peu de temps. Pourquoi? Parce que quand vous appelez la page JSP la première fois, Tomcat il l'a converti en servlet. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Maintenant, si j'appelle encore JSP la deuxième fois, je n'aurai plus. Pourquoi? Parce que je n'aurai plus cette attente parce que la servlet il est déjà compilé, plutôt la JSP il est déjà compilé en servlet. Alors ici donc vous avez un test, mais le fait d'appeler directement les pages JSP, ça veut dire que vous considérez que la page JSP c'est le contrôleur. N'est-ce pas? Ça veut dire que c'est pas bien. Donc, du coup, on ne va plus faire appel aux pages JSP. On passe toujours par le contrôleur. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, mon contrôleur que j'ai ici, c'est une servlette. Une fois que j'appelle la méthode de get, parce que quand je tape, je fais appel au contrôleur, si j'envoie une requête avec get, qu'est-ce qu'il fait le contrôleur? Nous avons dit que le contrôleur il fait un forward vers la vue. Alors, je reviens à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, quand j'appelle la servlette, lui, il fait un forward. Alors, pour faire le forward, donc on a déjà montré, on utilise request.getRequestDispatcher.forward. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais utiliser, si vous voyez le paramètre, par défaut, il l'appelait rec comme ça. C'est-à-dire request. Vous pouvez toujours renommer les paramètres request et ça. Alors pour faire un forward, on va utiliser request.getRequestDispatcher. La vue, la page JSP s'appelle vue crédit.jsp, sans oublier de faire appel à la méthode forward. Et forward, qu'est-ce que vous lui transmettez comme paramètre? L'objet request et l'objet response. Alors ça, c'est un forward. N'est-ce pas? On va tester. Mais... Alors par défaut, il va chercher la vue dans le dossier où se trouvent les vues. Alors et c'est dans cette configuration, un projet web dynamique, parce qu'après on va voir, il y a d'autres manières de créer la structure du projet. Dans un projet web dynamique comme ça, par défaut, il cherche dans Web Content. C'est-à-dire que
votre page JSP devrait se trouver dans Web Content. Il ne faut pas la mettre dans, par exemple, WebInf ou je ne sais pas où. Il faut la mettre dans Web Content. Mais généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un dossier View, hein, dans le dossier Web Content, dans lequel je vais mettre les vues. Et dans ce cas-là, ici, il faut mettre ici le dossier View /. Donc, il va toujours vers le dossier Web Content et après, il trouve le chemin. C'est ça? Alors maintenant, est-ce que je peux faire appel à cette servlette? Bon, la réponse est non. Nous avons dit qu'une servlette qui est créée doit être déployée. Et pour déployer une servlette, il existe deux manières de faire. Soit utiliser le fichier web.xml, soit la notation web servlet. Je vais d'abord commencer par web.xml et après je vais vous montrer par web servlet, la notation. Alors maintenant, pour web.xml, vous cherchez où est-ce qu'il se trouve le fichier web.xml. Il se trouve dans le dossier WebInf. Elle est là, heureusement, parce que quand j'ai créé le projet, j'ai coché Generate Web.xml. Alors si vous ouvrez ce fichier web.xml, quand vous l'ouvrez, il faut juste faire attention parce que ça c'est le mode design, mais ça ne nous intéresse pas. On va cliquer sur le source. Et là, vous allez trouver donc le fichier web.xml. Mais ce qui vous arrive parfois, c'est que vous avez oublié, quand vous avez créé le projet, vous avez oublié de générer le fichier web.xml. Je vais le supprimer. Delete. Alors, soit que vous le créez manuellement, ce qui est un peu lourd, ou tout simplement vous allez vers le dossier projet, vous cliquez avec le bouton droit et vous allez trouver un lien Java Enterprise Tools et vous dites Generate Deployment Descriptors tab. Alors cette opération, regardez, il vous génère le fichier web.xml. Bon, ça, si jamais vous oubliez, vous avez quand même un moyen que vous pouvez utiliser. Vous ouvrez le fichier, vous avez le même fichier. Alors maintenant, ce que je vais faire, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez donc Welcome File List, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand vous tapez l'adresse, vous ne spécifiez pas le nom de la page, par défaut, il va chercher un fichier qui s'appelle index.html. S'il ne trouve pas, il va chercher index.html, sinon. Mais ici, dans notre cas, on va utiliser une servlette. Bon, je peux supprimer ça à la rigueur. Je garde juste le nom du projet. Alors, comment déployer maintenant une servlette? Il faut utiliser un élément qui s'appelle servlette. C'est ce qui m'intéresse. À l'intérieur de servlette, vous cherchez servlet name et vous donnez un nom. Par exemple, ici, je l'appelle CS. Servlet class. Comment il s'appelle la classe? La classe s'appelle contrôleur servlet. Il se trouve dans quel package? Web. Donc, je dois écrire web.contrôleur servlet. À nouveau, il faut faire attention ici à l'orthographe parce que si vous orthographiez mal le nom de la servlette, au démarrage, Tomcat, il va chercher cette classe, il ne va pas la trouver et vous allez trouver quelque part dans la console class not found exception. C'est-à-dire, il tente de chercher une classe qu'il n'a pas trouvée. Alors, avec ça, donc maintenant, Tomcat, il sait qu'il y a une servlette dans votre projet. Mais maintenant, quelle est l'URL que je vais utiliser pour faire appel à cette servlette? Je devrais ajouter maintenant encore servlet mapping. Alors dans servlet mapping, encore, on va utiliser servlet name, CSS, et URL pattern. Alors ici, donc, comme je disais, vous pouvez mettre étoile.do, étoile.php, étoile ce que vous voulez, ou tout simplement vous mettez /controller. Quand vous tapez /controller, c'est lui qui va être appelé. Alors, si vous voulez ici, donc je peux l'appeler, je peux mettre étoile.do, bon, juste pour vous pouvez voir ici. Alors, ça veut dire que chaque requête qui arrive vers Tomcat, si la requête utilise une URL n'importe quoi .do, pour lui, il va la transmettre vers CS. Alors, c'est quoi CS? C'est contrôleur servlet. Alors maintenant, on va tester. Alors, généralement, quand vous faites une modification dans le fichier web.xml souvent, vous faites un restart server. C'est-à-dire vous cliquez avec le bouton droit, vous appelez restart. Alors comme ça, vous êtes sûr qu'il va relire le fichier web.xml parce que le fichier web.xml, il le lit uniquement au démarrage du serveur. Alors, donc le serveur démarre.
Alors là, a priori, bon, j'ai un petit souci de la machine, parce qu'il est peut-être en train de négocier quelque chose avec le firewall. Hein, parce que, mais généralement, c'est rapide. Hein. Voilà. Alors maintenant, si je veux faire appel à la servlette, qu'est-ce que je vais faire? Donc en principe, si... allez, je vais fermer cette fenêtre-là. Je vais taper http localhost slash banque, le projet. Alors maintenant, je peux mettre n'importe quoi, point do. Alors si tout marche bien, vous dites, parfait, bah, vous dites, j'ai réussi à créer une servlette, j'ai réussi à déployer une servlette. Alors, pour le moment, il y a un test, c'est pas beaucoup, mais c'est bien. C'est bon? Alors, vous voyez donc ici, donc j'appelle, quand j'envoie une requête comme ça, ben, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? C'est que la servlette est bien appelée. Il est bien appelé. La méthode de get va s'exécuter parce que la requête est envoyée avec get. Et la méthode de get, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un forward vers une page JSP qui s'appelle vuecredit.jsp. C'est bon? Parfait. Oui. Alors encore 5 minutes et après on va s'arrêter. Okay. Ça, on continuera tout à l'heure. Alors maintenant, donc je viens de vous montrer comment déployer une servlette en vous basant sur le fichier web.xml. Alors moi, ce que je vais faire, je vais encore la déployer en utilisant la notation. Alors pour cela, ce que je vais faire, je vais revenir au fichier web.xml. Tout ce que je viens d'ajouter ici, je vais l'effacer. Mais pour ne pas l'effacer, je vais le mettre en commentaire. Alors pour ajouter un commentaire, je vais utiliser donc source add block comment. Vous voyez donc un commentaire XML, c'est ça. Bon, ça vous avez le inférieur, point d'exclamation, tiré, tiré. Après à la fin vous avez tiré, tiré. Ça c'est le commentaire. HTML, XML, c'est la même chose. Alors je viens de changer mon fichier web.xml. Je redémarre mon serveur. Alors si je tente de faire appel à ma servlette, j'ai fermé, je crois, le... Alors je veux appeler par exemple machin .do, c'est-à-dire mon contrôleur. Alors forcément, j'envoie une requête vers le serveur Tomcat. Je lui demande la ressource aa.do. Alors Tomcat, lui, bon, il consulte, il n'y a aucune URL qui concerne cette ressource, il vous dit 404, c'est-à-dire la ressource n'a pas été trouvée. C'est normal parce que le contrôleur n'est pas déployé. Alors maintenant, on veut encore redéployer notre servlette, mais d'une autre manière. Alors c'est quoi la deuxième solution? C'est utiliser la notation Web Servlet. La notation Web Servlet utilise l'attribut name, c'est CS, et URL patterns, et vous pouvez utiliser directement, si vous voulez, étoile. Si vous voulez donner plusieurs URL patterns, vous utilisez un tableau. Et pour cela, dans les annotations, un tableau entre accolades. Vous mettez la première, par exemple, slash contrôleur, virgule. Le deuxième URL pattern, c'est étoile.php. Allez. OK. Étoile.php, étoile.do. Alors, j'enregistre la modification. Alors, généralement, quand vous faites une modification au niveau du code, en principe, Tomcat, il recharge le contexte. Il le fait automatiquement, mais sinon, si jamais ça ne marche pas, vous faites publish ou vous faites à la rigueur restart, vous n'avez pas besoin. C'est juste une manière un petit peu de recharger.
Mais souvent, dans la majorité des cas, donc dans la configuration par défaut, à chaque fois que vous faites une modification, vous regardez la fenêtre console, hein, il vous montre comme quoi il va recharger la classe. Et du coup, donc, même si vous n'avez pas fait un restart, ça devrait marcher. Voilà, alors donc il est démarré, donc je reviens ici. Donc maintenant, pour faire appel à mon contrôleur, j'ai deux solutions. Soit que j'écris slash contrôleur, ça marche. Soit je crée n'importe quoi, point PHP, et ça marche. C'est donc, vous voyez donc un test.php, ça donne l'illusion au navigateur comme quoi j'appelle un script PHP, mais en réalité, ça n'a rien à voir. Il s'agit bien d'une URL. Et Tomcat, il fait un pattern, c'est-à-dire une URL, une association avec une servlet. Je suis en train de faire appel ici à une servlet. Et la servlet elle-même, il fait un forward vers une vue JSP qui me donne le résultat. Alors, je crois que maintenant, on a en quelque sorte compris trois choses. Une couche métier, comment créer une simple classe, comment faire un test unitaire, comment créer une servlet, comment la déployer, n'est-ce pas? En utilisant web.xml et la notation, et comment créer une JSP, comment la tester, et comment faire un forward entre une servlet et une page JSP. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous reste tout à l'heure? Ben, tout simplement, on arrive vers cette vue-là, on va créer un formulaire et on essaiera de compléter. Ben, c'est pratiquement 15 minutes, 20 minutes, on va terminer ce TP-là, et je vous laisserai l'après-midi le temps de faire vous-même un peu de pratique.